Vas-y, Darskins, après Dieu, et ensuite on fait tourner la parole. Vas-y, Darskins, parce qu'il a pas parlé encore. Après, je te donne la Merci, parole, là, juste après Medusa. Vas-y, Darskins. merci Frozen Pay, bénédiction sur toi. Alors, Merci. mon problème, ma question va s'adresser à Alain. Alors, moi, je connais pas tout ça que tu dis, je sais pas quoi. Mais bon, partons du principe que c'est vrai, tout ce que tu dis. Partons du principe que c'est vrai. Nous, on est en capacité de dire que s'il y a des choses mal dans la tradition, dans certaines traditions africaines, on le condamne. Moi, mon problème avec toi, c'est que tu utilises ça pour aller faire des lives avec des Noirs et des Justilâtres, pour dire, parce que je t'ai déjà vu dans des lives te gargariser avec les reines soninké, etc., pour dire, oh, regardez, il y a des papyrus, je crois que tu avais dit, il y avait des papyrus, il y avait l'excision, que ça vient de chez eux, ça vient de chez eux. Donc, c'est-à-dire que pour défendre ton dogme, en plus que je crois que t'es pas de mémoire, t'es pas musulman, je crois que t'es chrétien, t'as besoin de t'allier avec des musulmans, que les musulmans, c'est pas forcément vos meilleurs amis, pour juste dénigrer les traditions africaines. Est-ce que tu penses pas que c'était un peu de la traîtrise pour tes ancêtres? Est-ce que tu as besoin de dénigrer des traditions africaines où il y aurait des choses, effectivement, peut-être pas recommandables? Mais c'est quoi le rapport avec en fait, nous, on est capable de condamner cela. Vous, quand vous dites des choses dans votre religion, vous n'êtes pas capable de le faire. Donc, tu t'allies avec des gens qui sont même pas favorables à ta religion pour dénigrer ta propre tradition. Voilà ma question. C'est tout. Ok, alors juste, est-ce que Ouais. tu peux, Alain, s'il te plaît, fais-moi confiance. Est-ce que tu peux garder cette question de côté? Parce que si je te laisse répondre, tu vas mettre beaucoup de temps et Medusa. J'avais dit juste après Darskin, ce sera Medusa. Et après, je te redonnerai la parole pour que tu puisses répondre. Étant donné que tu viens d'avoir la parole il y a même pas 2 minutes. Ok, on fait ça comme ça. C'est vraiment pour équilibrer le live. Vas-y, Je voulais Medusa. Vas-y, dire, hein, Medusa. Alain, Euh, Alain est l'exemple même de ce que beaucoup d'intellectuels ont déjà dit, qui est que, ce que moi je résume en une phrase, qui est que un noir aliéné est plus dangereux qu'un colonisateur. Parce qu'un noir aliéné va essayer par tous les moyens. Le colon au moins a levé l'excuse de ne pas bien connaître nos traditions. Le colonisateur, on peut quand même l'accuser de ne pas avoir bien compris nos traditions. Et il a raconté tout et n'importe quoi. Mais un noir qui est aliéné jusqu'à la moelle des os va prendre l'excuse que je suis moi-même de ce pays-là. Et quand il va raconter des mensonges et des idioties pour défendre les idéologies occidentales qui l'ont aliéné le cerveau, ça aura l'impression que c'est la vérité. Ça aura l'odeur de la vérité, l'apparence de la vérité. Ça va ressembler, ça a la couleur de la vérité. Mais ce sera tout sauf la vérité. En gros, ce sera vraisemblable. C'est les gens comme Alain comme ça. Et tu devrais avoir honte de faire des choses comme ça. Il va s'asseoir, malgré le fait qu'il y ait des sourates dans le Coran qui dit ne prenez pas pour alliés les chrétiens et les musulmans et les juifs, ils sont alliés entre eux, qu'Allah les anéantisse. Le mec, il part comme un mouton au milieu de l'abattoir, il est prêt à aller s'associer avec, à collaborer avec des serpents, simplement parce qu'il est en train de haïr ceux qui protègent le patrimoine culturel de l'Afrique. On lui explique, il sait pertinemment. Hein. D'abord, c'est un menteur. Il n'est pas anthropologue. Il n'a réalisé aucune étude. N'importe quelle personne qui a un cerveau à peu près bien constitué a vu qu'il n'en a fait aucune. Il a retourné sa veste très rapidement. Quand on lui a demandé qu'est-ce que tu as fait, il a dit j'ai étudié son peuple. Juste après, on lui demande tes études, quelle est la méthodologie que tu as fait? Montre-nous, ainsi de suite. Tu as publié tes études où? Dans quelle revue? Ah non, je suis d'abord en train de faire ces études. Bon, tes études là, tu peux nous dire où est-ce quelles sont les là? Ah non, 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 moi je n'ai fait que lire des ouvrages. Est-ce que tu peux nous dire de quel ouvrage? On voit que ce sont des ouvrages que n'importe qui peut trouver en tapant juste mariage, Afrique, tradition, livre sur Google. J'ai vérifié. Tous les livres que tu citais, c'est des livres qu'on peut trouver en un seul clic.
Si tu m'enjoues mon PC, je tape ça et puis on va montrer aux yeux de tout le monde. Tu me cites les noms de tes livres et puis on va voir ça aux yeux de tout le monde. Ça n'a rien d'exceptionnel. Et tu n'es pas capable de trouver dans ces livres-là des lignes ou des passages où c'est dit. Voilà pourquoi si on te dit montre, tu ne vas pas montrer. Maintenant, pour terminer, même chez nous, la véritable personne à qui on donne vraiment la dot, c'est l'oncle. Foulélé, là, il peut témoigner. L'oncle a vraiment une position importante. Quand c'est le mariage, le père lui-même ne parle pas beaucoup. Le père et la mère ne parlent même pas beaucoup. C'est plus les oncles et les tantes vraiment qui font toutes les démarches, des choses de ce genre-là. Il n'y a pas vraiment ça. Donc tu parles. La tradition dont vous venez de parler tout à l'heure, d'après ce que Foulélé vient de lire, c'est très clair que quand on dit que l'enfant appartient à son oncle, ce n'est pas une façon de dire qu'il va l'épouser. C'est parfois des méthodes que les familles peuvent mettre en place pour plusieurs raisons. Par exemple, pour protéger l'enfant, pour faire en sorte que le prétendant vienne. Mais ça peut être aussi un moyen de taxer un peu plus d'argent, quoi. Tu vois, un petit peu d'obliger les gens à payer 2 dots. Tu payes la dot pour toi-même et la dot pour l'oncle aussi. C'est une façon de prendre un peu plus d'argent à la personne. Là, on peut être d'accord pour dire que bon, c'est pas bien parce que ça pousse la personne à payer 2 dots, vu les prix des dots notamment, pour avoir un peu d'argent de plus. Ça, on peut le comprendre. Mais l'inceste, voilà. Mais l'inceste, si tu essayes de justifier l'inceste est condamné dans les cultures africaines. Et pour terminer, sache que si ton objectif c'est de nous prouver un élément dans la culture africaine ou bien dans une culture, il faut savoir que la culture africaine a subi beaucoup de déformations, beaucoup d'empoisonnement, de transformation. Il y a des gens, parce que nos États, tu sais, une culture, ça doit être protégé par un État qui est quand même assez puissant. Nos royaumes protégeaient nos cultures. En Égypte antique, par exemple, la spiritualité, les comportements étaient régis par un royaume qui s'était bien structuré. Quand vous avez des États qui ont été détruits par la colonisation, eh bien, n'importe qui peut se lever, commencer à faire une pratique et puis dire que c'est comme ça, c'est de la tradition. À partir du moment où ça commence à se pratiquer en 2-3 générations, les gens pensent que ça a toujours existé. Donc, il y a des choses ridicules qui se sont glissées dans la tradition africaine et qui nous semblent être traditionnelles aujourd'hui, mais en fait, c'est pas ça. Mais tout ça, il ne prend pas ça en compte. Tout ce qui compte pour lui, c'est de balancer une chose parce qu'il a vu que c'était mauvais. Merci, Medusa. On va lui laisser répondre à la question de Darskin. Est-ce que je pourrais juste... Foulélé n'a pas parlé, Frozone. Laissons au moins Foulélé parler. Parce que Darskin l'avait posé une question. Non, Alain, il a trop parlé, Frozone. Alain, il a trop parlé, s'il te plaît. Juste compléter ce que Frozone, vas-y, complète parler aussi. Vas-y, complète vite fait. D'accord. Donc, effectivement, nous, c'est pas qu'il y ait des choses qui sont mauvaises, on l'acceptera. Mais la condition chez nous, c'est par rapport aux invariants. C'est-à-dire qu'il y a des invariants culturels. Le mariage, nous savons par exemple que systématiquement, c'est la lignée maternelle parce que effectivement, c'est le matriarcat. Alors, je connais, il y a des Africains qui vont nous dire non, chez nous, c'est le patriarcat. Oui, mais le patriarcat, dans les sociétés africaines qui prétendent être patriarcales, c'est récent. Mais sinon, d'origine, elles sont matriarcales. Donc, nous, en fait, le problème, c'est pas de nier qu'il qu'il puisse y avoir des tares ou quoi. Mais d'abord, dès l'instant où quelque chose n'est pas un invariant culturel, n'est pas un invariant culturel, tout de suite, on met un doute. C'est le cas pour l'excision. C'est ça qui a mené le combat avec Hamouna. Dès l'instant où nous avons constaté que l'excision n'était pas un invariable culturel dans la société africaine, nous nous sommes dit, il y a anguille sous roche. Et c'est là où nous avons mené notre enquête et on a pu découvrir que effectivement, c'était pas une pratique endogène. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Ok, merci Foulélé. Je peux maintenant? Ouais, faut le laisser quand même parler parce qu'en fait, comme vous êtes 3 et tout, pour que ça soit un peu plus équitable, faut pas trop. Vas-y, Alain. Alors, n'oublie pas, il y avait Darskin qui t'avait posé une question. Hein, si tu peux lui répondre, même s'il est plus là, il est en bas, il t'écoute. Hein, vas-y. Oui, en fait, je voulais dire ceci. Tu me rappelleras un peu parce que j'ai l'impression que j'ai un peu perdu avec tout ce qui a été dit. En voulant suivre, j'ai un peu perdu le fond de la question de Darskin. En fait, il te parlait de ton association avec les musulmans qui passent leur temps à dénigrer la tradition africaine, du fait que tu sois chrétien. Je sais plus si ça te
si ça te revient ou pas. Non. C'était plus En par fait, rapport à hein, ça. oui, voilà, je vais lui expliquer. En fait, c'est quoi? Je suis arrivé, ça je vais vous donner, c'est un petit témoignage, je suis arrivé sur TikTok. Et j'ai trouvé, moi je voulais entrer dans le mouvement Kémi parce que je me disais ça défend l'Afrique. Ce que je voulais dire, bon, moi je me suis dit tout bonnement, on va défendre l'Afrique. Puis j'ai vu, franchement là, j'ai vu la façon dont les gens ont réagi. Et je peux vous dire, c'était très violent. Je dis, c'est pas possible, il y a un souci. Je comprenais rien de rien. Alors on m'a dit, va lire un livre. La personne avait prétendu beaucoup de choses. Et il m'a donné le livre. Et ce livre-là, c'était le livre de la sortie au jour, le livre des morts brefs, que tout le monde connaît là. En 4 jours, je suis parti, j'ai descendu tout le livre. Je l'ai lu. J'ai souligné tous les passages. J'ai dit, ce monsieur raconte des histoires. Ce qu'il dit n'est pas dans le livre. Je suis monté pour dire, j'ai dit non. Ces gens, ils injurient facilement et ils racontent des histoires. Puis de deux, je tombe sur des personnes. Ce qu'ils racontent de l'Afrique, ce n'est pas ce que nous connaissons. J'ai dit non, il y a un souci. J'ai dit alors je vais fouiller. Comme ils prétendaient rentrer aux sources, mon problème, je ne suis pas en train de juger nos traditions. Je peux vous dire, si vous connaissez les gens du peuple Louba, ils sont très fiers de leurs traditions. Je ne juge pas nos traditions. Maintenant, j'ai dit, comme les gens veulent connaître les traditions, ils veulent rentrer, je vais leur faire connaître les traditions. Ce que du moins moi, j'ai pu faire bon, parce qu'apparemment, quand j'utilise le mot étude ou recherche, on cherche toujours à remettre. Dans mes lectures, voilà, je vais chercher un terme qui est plus passable. Parce que quand je vais chercher dans des livres, on appelle ça une recherche. En tout cas, en science, hein, quand vous faites des recherches dans des livres, ça s'appelle, c'est une partie de la recherche. C'est une recherche. Mais tu as choisi de faire un mode de recherche documentaire. Je présume que ceux qui ont fait des études universitaires savent que la recherche dans les livres, ça s'appelle la recherche documentaire. Et qu'on peut faire d'autres types de recherches. Mais j'ai fait de la recherche documentaire. Mais si on n'est pas d'accord, alors je vais dire tout simplement que j'ai lu des ouvrages, plusieurs ouvrages, qui parlaient du même thème. Alors maintenant, dans mes lectures, pour parler plus humblement, pour ne pas blesser les gens ou qu'on me prenne pour que je ne sais pas qui, je ne suis pas anthropologue, je suis juriste. Je ne suis pas anthropologue. Et les gens dans le live dans lesquels vous m'avez prétendu m'entendre savent que je suis juriste de formation. Mais quand je suis parti faire cette étude-là, je leur ai dit que je vais faire cette étude-là pour savoir ce que nos traditions disent. Maintenant, si vous me garantissez le respect et mon temps de parole, je pourrais vous inviter à ce que nous fassions un live qui parle de la culture des Bayanzi et du Kintwidi. Comme ça, nous allons passer, vous pourrez vous faire vos recherches, et moi aussi je ferai. Si je me suis trompé, vous me corrigerez. Si j'ai raison, vous me donnerez raison. Et là, nous allons étudier peuple par peuple, parce que moi je trouve que c'est insensé de vouloir parler des autres cultures, pendant que nous avons nos cultures en Afrique, on ne parle pas. On ne parle pas suffisamment de la façon dont on se marie, dont on considère les jumeaux, dont on donne nos noms. On ne parle pas de la façon dont on fait le veuvage ou le léviera chez nous. Rosan, je pense qu'il y a quand même des Africains qui sont intéressés. Est-ce que je vous ai coupé quand vous Laisse-le finir. Il va finir dans 1 minute pour chuter. T'as 3 minutes. Ça ne rappelle même pas de ma question. Ok, ta question c'est quoi? Bon, comme c'était ta question. Répète parce qu'à un moment il m'a échappé. Là, je répète parce que tu tournes autour du pot. Je t'ai dit, je t'ai vu dans un live avec les Noirables et Nensonic, etc. Tu te gargarisais, tu disais, regardez, eux, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Tu parlais, je crois que ça parlait de l'excision. Tu disais, ouais, t'as vu des papyrus, comme quoi ça vient de chez nous, ça vient de là-bas, etc. Bon, et là, tu fais passer comme si, non, tu te moquais pas des traditions. S'il vous plaît. Donc, je me rappelle maintenant ta question. Assume que tu vas t'allier. Attends, je suis une en parlant de ça, donne-nous la preuve que l'excision se pratiquait. Mais toi, tu n'es pas respectueux. C'est moi qui lui ai accordé dans mon temps de parole. Je t'ai pas coupé. Okay. Je t'ai dit que tu as un problème de respect. Mais... Bon, c'est bon, oublie. Parle. Toi, tu as... Moi, je te demande juste d'assumer parce que, comme je t'ai dit, je t'ai vu, j'ai été choqué, ça m'a choqué. Parce que tu penses que tu mérites le respect avec toutes les bêtises que tu racontes. Oh là là. S'il vous plaît, il y a un équilibre là. Vas-y. Il est incapable de se maîtriser. Alain, c'est bon, Alain, laisse tomber, on avance. Vas-y, Darskin, t'as terminé ta question, il va répondre, après on avance. Alain, faut que tu peux te concentrer sur ça, vraiment. J'ai besoin que tu m'expliques
C'est quoi ton but quand tu vas aller dans des lives de musulmans, sachant que, comme je t'ai dit, les musulmans, c'est pas les amis des chrétiens de base. Bon. Et j'ai bien vu que tu te gargarisais ce jour-là, rigoler, à dire, regardez, ils font ci, ils font ça. Donc là, quand tu fais, j'ai l'impression que tu fais style, non, je me moque pas de la tradition africaine, de certaines traditions africaines. Non, là, tu fais moquer. J'ai bien vu que tu rigolais là-bas. Et là, tu veux nous faire croire que, oui, on te dit que s'il y a des choses qui sont... J'ai compris ta question. C'était juste que je voulais que tu me la rappelles. Tu m'as rafraîchi, c'est bon, je vais y répondre, je vais pas fuir. Je pense que tout le monde, et je pense que j'ai été dans le live ici, vous m'avez vu, tout le monde sait que je ne me moque pas des gens et je ne leur manque pas de respect. C'est une chose que je fais. Et quand je parle de l'Afrique, je ne me moque pas de l'Afrique. Parce que ce sont nos traditions. Maintenant, si je vais dans des lives, parce que vous les considérez comme des noirs arabes, et je pense plutôt qu'ils sont noirs musulmans et non pas noirs arabes, parce qu'il y a quand même une différence entre les noirs arabes et les noirs musulmans. Et je vais dans leur live, j'y vais comme je suis venu chez vous, dans votre live ici, dans le live de Freezone. Je ne sais pas si vous lu ici les noirs arabes ou vous le traitez comment, mais bon, bref, je suis venu ici. Je vais dans des lives dans lesquels les sujets m'intéressent. Maintenant, si vous parlez de tradition africaine, vous m'appelez, je viendrai avec le peu de connaissances que j'ai et je partagerai avec vous. Maintenant, que tu veuilles me coller le fait que je me moque des Africains, ça c'est une fausseté. Sur l'excision, c'est vrai que j'en ai déjà parlé, mais pas vraiment, parce que mon étude ne s'est pas encore beaucoup portée sur l'excision. J'y viendrai. Quand j'aurai fait suffisamment d'études sur l'excision, j'en parlerai. Mais plutôt mon étude s'est portée sur d'autres points. Notamment, comme je vous l'ai dit, je suis en train de regarder sur le mariage, le veuvage, sur beaucoup d'autres points qui concernent, parce que c'est beaucoup sur les cosmogonies. Ça, c'est une étude que j'ai faite sur les cosmogonies. Je suis en train de faire des lectures et rassembler toutes les cosmogonies africaines. Ça, c'est vraiment mon objectif. Je voudrais avoir toutes les cosmogonies africaines. J'essaie de les rassembler pour voir un peu qu'est-ce qu'elles disent. Parce que vous, je vous entends souvent vous dire que vous êtes dans l'évolutionnisme. Le monde s'est auto-formé et tout, pendant que nous, les Africains, on est dans le créationnisme. Et donc, je voulais vérifier dans toutes nos traditions, est-ce que c'est le créationnisme ou bien c'est l'évolutionnisme comme vous le prétendez? Alors, je voulais quand même vérifier. Maintenant, s'il y a un souci, je vous invite, si vous êtes prêts, nous pouvons, chacun de son côté, travailler sur des thèmes au lieu de se disperser. On peut dire demain, on va parler par exemple du Kintwidi, faisons des recherches, amenons des ouvrages et lisons-les. Comme ça, tout le monde peut voir si c'est vrai ou si c'est faux. Là, je lis un article dans un journal. Je n'ai pas voulu aller d'abord dans les livres pour vous permettre d'avoir la souplesse. L'article dit ceci: Kwilu, phénomène du Kintwidi chez les Yanzi et les Mbund, enjeux et défis de la répression de l'infraction du mariage forcé. Alors, je lis ce qu'on dit en RDC. Kikwit, 21 avril, info directe. Le gouvernement de la République démocratique du Congo fournit des efforts appréciables pour lutter contre le fléau du mariage forcé, d'une part, et par ratification des conventions internationales et régionales, y relatifs, et d'autre part, l'adoption de lois appropriées. Cependant, en milieu rural, surtout dans la Grand Kasaï et dans la province du Kwilu, chez les peuples voisins Yanzi et Mbund, le phénomène Kintwidi, mieux la pratique coutumière et culturelle du mariage forcé et précoce est encore et toujours d'actualité et le taux des mariages forcés et précoces est élevé. Ouais. Je vais. En fait, écoute-moi, toute fille née d'une mère Yanzi et Mbut. Non, c'est moi j'ai dit, si vous voulez. Alain, regarde l'écran, il y a un minuteur, t'es à 3 minutes 30. Ça va. Peut-être, oui, ça va. Ok, je m'arrête. Mais je voulais dire ceci. Pour rester sincère, peut-être que je me trompe. Mais je me dis ceci, vous qui êtes plus éclairés que moi, si vous acceptez, faisons un live, même qui va durer 2 jours. Là où nous allons étudier la culture Yanzi. Et puis nous allons passer peuple par peuple. On verra après si ce que vous dites, si c'est moi qui ai raison ou si c'est vous qui avez raison. Et moi j'aurai tort. Si j'ai tort, je reconnaîtrai mes torts et je présenterai mes excuses officiellement au peuple Yanzi en disant « Je me suis trompé sur vous, j'ai dit des choses qui n'étaient pas correctes. » Merci beaucoup. Merci Alain. Alors les gars, moi il est minuit, je vous cache pas que je vais pas tarder à aller dormir. Ce que je vous propose, on fait tourner la Roukama
hein, vous allez tomber sur un sujet différent qui parle de l'Afrique noire, hein, et on va chuter dessus parce que sinon ça va tourner en boucle et ça va jamais finir. C'était ce que je voulais vous proposer. Hein. Bon, au revoir à vous et bonne nuit Attends, à tu vous veux pas aussi. faire tourner la roue? Reste ici, on va faire tourner la roue. Pourquoi tu veux partir? Ça va, on a beaucoup parlé. Merci beaucoup. Je suis Non, fatigué. non, non, t'as pas assez parlé. Viens, on fait tourner la Roukama. Tu connais la Roukama ou pas? C'est une roue sur la... Tu vas tomber sur un sujet sur l'Afrique. Ah, il s'est barré, hein, c'est incroyable. Il est mal élevé, ce mec-là. Hein. Alors, elle est là, la Roukama. Donc, on va faire tourner la Roukama et puis chacun va tomber sur un sujet. Je vais vous donner 3 minutes pour pouvoir instruire les gens, hein, étant donné qu'on a terminé le débat sur l'Afrique. Et voilà. On va commencer avec Foulélé, c'est parti. On va voir sur quelle thématique on va tomber. Alors, sur la science africaine. Qu'est-ce que tu sais de la science africaine on va te donner 3 minutes, hein, si tu veux bien développer sur ce sujet-là. Foulez-les. Ok, la science africaine. Bon, c'est compliqué parce qu'il faut déjà définir la science. Mais bon, dans tous les cas, forcément, la science africaine, c'est ce que l'Afrique a apporté en premier dans le monde, puisque nous avons vu que tout ce qui est mathématiques et autres, c'est la base de la science, parce que à partir des calculs, ça nous permet justement de développer tout le reste. Donc les calculs ont été déterminants pour la science. Et les calculs, l'origine des calculs, donc des mathématiques, par la suite, ça vient d'Afrique. Donc en soi, déjà, si on me parle de science, je pointe l'Afrique comme étant l'origine des bases. Je parle bien de l'origine des bases. Après, d'autres peuples vont développer, justement, à partir de ces bases-là, vont développer plusieurs sciences. Voilà, c'est ce que je pourrais dire principalement sur la thématique des sciences africaines. Après, certains, justement, parlent de sciences africaines en évoquant ce qu'on appelle les sciences traditionnelles. Mais bon, c'est un peu péjoratif que de parler de sciences traditionnelles. Ce sont des connaissances, donc c'est de la science d'une certaine manière. Par exemple, pour les plantes, la guérison par des plantes, c'est de la science, puisqu'il est question de connaissances. Ça se transmet, ça peut s'expliquer, ça peut... dès l'instant où ça se transmet, donc c'est une science qui s'étudie et qui se transmet. Voilà. Donc je dirais que l'Afrique, c'est le berceau de la science, et après, ça a permis aux autres peuples aussi d'en développer d'autres. Parce qu'il est certain qu'avant les bases qui ont été développées en Afrique, ailleurs, on était dans les grottes et on subissait la nature. Voilà. Ok, merci en tout cas pour ton intervention. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter autre chose sur cette thématique, sur la science africaine, un plus, hein, pour les gens qui écoutent, hein, ou pas? Sinon, au pire des cas, on fait tourner la roue pour un autre sujet. Tu voulais rajouter quelque chose, Medusa, sur les sciences africaines, ou bien Gunzanga? Oui, rajouter sur ce que Foulélé a bien justement dit, c'est-à-dire que je vois aussi dans, n'est-ce pas, la science africaine, évidemment, les sciences exactes telles que nous les connaissons aujourd'hui, évidemment que nous avons produit, hein, mathématiques, médecine, urbanisme, tout ce qui est architecture, cosmologie même, hein, avec l'astronomie. Voilà, nous avons mis en place le calendrier quand même, et il fallait des bases en astronomie pour pouvoir mettre en place un calendrier de 365 jours qui correspond quand même à la rotation, à la révolution de la Terre par rapport au Soleil quand même. Donc ça demande beaucoup de connaissances. Mais par science africaine aussi, dans un autre sens, ça peut s'entendre l'ensemble des connaissances, n'est-ce pas, que l'on peut retrouver dans des savoir-faire, voilà. L'ensemble des savoir-faire que l'on retrouve dans les cultures africaines, comment soigner avec les plantes, comment résoudre certains problèmes. Il y a une forme de sagesse en Afrique quand on s'assoit autour du mbongi, autour d'un arbre. Il y a toujours cette façon de faire de la conciliation. Il y a une grande sagesse en Afrique quand il faut régler les problèmes.
Hein, toujours la conciliation d'abord pour éviter les conflits. Donc, il y a une forme, c'est une forme de science, si on prend science dans le sens que c'est un ensemble, n'est-ce pas, de connaissances. On peut aussi aller dans le domaine ésotérique, tout ce qui se passe au niveau des initiations. Ce sont des sciences également. On peut aller au niveau de l'art, de l'artisanat. Tout ça, ce sont des savoir-faire qui sont typiquement africains, proprement africains. On va appeler ça tout ça des sciences. Donc, on peut mettre dans sciences africaines l'ensemble des savoirs et des savoir-faire de l'Afrique. Ok, carré, carré. Gunzanga, tu voulais rajouter quelque chose ou pas sur le sujet Oui, ou... oui, oui. Vas-y, Ouais, vas-y. en fait, moi, quand j'entends science africaine, j'entends modèle africain, hein, et tout simplement, voilà. Et on a nos langues, voilà, c'est de la linguistique pure et dure, hein. C'est de la science quand même. Donc on a nos, justement, comme Medusa a dit tout à l'heure, et tout ça, la pharmacopée. Mais moi, je voulais dire que la pharmacopée est un peu victime d'un certain complot, hein, vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique et des grandes firmes comment on appelle ça, impérialistes. Je trouve que voilà, il faudrait que c'est un sujet vraiment très important qu'il faut qu'on discute sur la pharmacopée. Parce que voilà, moi j'ai écouté dans plusieurs lives qu'on ne sait pas, on ne maîtrise pas les dosages, nous on est les initiés, ne maîtrisent pas les je sais pas quoi, des trucs. Bon, il y a un peu du cafouillage là-dedans et voilà, moi je pense qu'il faudrait que on mette les choses bien au clair et afin que tout le monde soit fixé sur ça. Et puis je voudrais aussi revenir sur un petit détail. J'ai écouté le frère Foulelé parler de matriarcat et matrilinéaire, matriarcat. Voilà, moi je voulais tout simplement dire que quand on dit matriarcat, c'est lié au pouvoir, à la gestion et à l'organisation, n'est-ce pas, de la civilisation, en fait, la civilisation, en fait. Mais quand on dit matrilinéaire, c'est le lignage, en fait. C'est-à-dire que c'est lié au fait que, voilà, l'enfant, c'est lié au fait que, justement, l'oncle, par exemple, peut être, comment on appelle ça, plus parent que la mère, par exemple, parce qu'on dit, bon, si moi je suis oncle de quelqu'un et que je viens à partir et je lui laisse un testament, en fait, mes enfants, mes propres enfants n'héritent pas de ce testament-là, mais ce sont plutôt les enfants de ma sœur qui héritent de ce testament-là. Dans ce sens-là, dans le sens où, en fait, c'est le matrilignage. Donc, c'est-à-dire que, comment on appelle, et l'enfant, hein, appartient à la famille de la mère, c'est-à-dire les oncles et tout ça, machin, c'est un peu ça le côté matrilinéaire. Et le côté matriarcat, c'est plus dans toute en fait, l'organisation de toute la structure et tout ça là, hein, et le pouvoir, le contrôle et tout ça là, c'est les femmes, par les femmes. Et c'est ça, on dit matriarcat. Donc ça, c'est ce que je voulais ajouter. Ok, merci en tout cas pour ton intervention. On va enchaîner la roue pour Medusa sur un autre sujet et après on terminera avec toi sur un autre sujet et puis après on arrêtera le live hein, parce que les tard, moi demain ça va bosser. Let's go. Immigration externe, en gros c'est plus ou moins ça peut être le déplacement de la population autochtone, enfin bref, en tout cas c'est sur le fait que l'Africain se déplace ailleurs, hein, c'est vaste, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'immigration externe des Africains? C'est en gros la diaspora, plus ou moins la diaspora. Est-ce que c'est nécessaire, c'est utile, où est-ce que les Africains immigrent le plus? Qu'est-ce qu'ils font là-bas quand ils sont à l'extérieur? Qu'est-ce qu'ils apportent? C'est plus ça, on est plus dans la géographie, la géopolitique et l'économie. Vas-y, hein, Medusa, je crois que c'est à ton tour. Immigration externe, c'est ça? Ouais. Je sais pas ce qu'il faut dire par entendre. Attends, par est-ce que c'est immigration ou immigration que je voulais mettre? Immigration. Ah non, c'est. Ah non, je suis désolé. En fait, c'est la population externe qui immigre en Afrique. C'est ça que je voulais parler. Je suis désolé, je comprends. C'est les immigrés non-africains qui immigrent en Afrique, étant donné que c'est la Roukama. Voilà, c'est ça. C'est les peuples qui n'ont rien à voir avec l'Afrique et qui viennent en Afrique, qui immigrent. Voilà, c'est ça. Plus ou moins, tu peux parler des invasions
Tu peux parler, voilà, exactement, c'est ça. Je suis vraiment désolé, hein, tous les peuples qui n'ont rien à voir avec l'Afrique et qui ont immigré. Ouais. Alors ça, c'est un grand... c'est un grand sujet. J'ai combien de temps pour en parler? Faut que je sache Non, il n'y a pas de comment temps, mais tu résumer. peux te faire plaisir, hein. Le but, c'est Ah, ok. d'informer les gens. Hmm. Alors oui, là, c'est évidemment, hein, ça remonterait à très loin, notamment avec les Hyksos, qui avaient fait plusieurs tentatives d'invasion depuis les premières dynasties. Leurs tentatives ont toujours été repoussées à chaque fois. Donc, l'Afrique a subi plusieurs invasions, hein, notamment de ces peuples-là, les peuples eurasiatiques, c'est-à-dire européennes et asiatiques, des Romains, des Perses, des Grecs, les, les Assyriens, tous ces peuples-là qui sont venus, qui ont détruit, n'est-ce pas, l'Afrique, puis un peu plus tard les Ottomans, et ainsi de suite, qui ont détruit l'Afrique, qui ont ramené beaucoup de choses bizarres telles que l'excision et autres, hein, toutes ces différentes pratiques. On a commencé à constater en Afrique avec l'arrivée des Grecs, particulièrement, donc c'est bourré dans la culture grecque de pratiques telles que l'excision, mais en Afrique, avant leur arrivée, il n'existe strictement aucune source, hein, aucune source qui permet de confirmer qu'il y avait la pratique de ces choses-là. Donc il y a beaucoup d'éléments comme ça qui sont rentrés. Donc c'était une colonisation en tant que telle. Puis après, vous connaissez, hein, la colonisation arabo-musulmane. D'abord l'Éthiopie qui s'est faite christianiser, puis ensuite colonisation arabo-musulmane, les Arabes qui ont envahi le nord de l'Afrique. Mais même avant que les Arabes n'envahissent le nord de l'Afrique, depuis Ramessou et Kayounou, c'est-à-dire Ramsès III, il y avait déjà des voyous qui étaient rentrés en Afrique, qui avaient attaqué, qui avaient été chassés, qui sont partis se réfugier vers la Libye, donc les Lébous. Et ils ont commencé à faire des razzias là-bas, à détruire le nord de l'Afrique. Et c'est à cause de ces destructions-là que les Européens voyaient, les ont appelés barbaros, donc barbares, qui donnera le mot berbère, hein, parce qu'il faut rappeler que les Amazirs, les premiers, les véritables, les occupants de l'Afrique du Nord, c'était des Noirs, hein, parce que les Européens eux-mêmes les appelaient, n'est-ce pas, appelaient cette zone du monde-là Mauritanie, c'est-à-dire que pays des morts ou terre des morts. Je rappelle que mort, ça veut dire noir étymologiquement en grec et puis en latin. Donc, terre des morts, pays des morts, ça veut dire pays des noirs, hein, factuellement. Euh, Même les Arabes, quand ils sont venus, ils ont appelé ça Blad el-Soudan, hein, terre des noirs, évidemment, ou le terme Al-Keboulan, qui veut aussi dire pays des noirs. Donc, tout ça parce que les Noirs eux-mêmes, particulièrement les Égyptiens, appelaient l'Afrique Kemet, c'est-à-dire que terre des Noirs. Donc, ils ont pris l'appellation de la plus grande civilisation africaine de tous les temps. Comment elle désignait cette terre, notamment, c'est comme ça. Donc, terre des Noirs. Donc, on a subi plusieurs invasions. Donc, tout le Nord, il y a eu des métissages donc, avec de ces peuples d'origine asiatique, hein, ces sémites. Puis ensuite, il y a eu d'autres métissages avec les Européens qui sont entrés par la Méditerranée. Donc, mélange avec les Noirs qui étaient déjà là-bas, donc mélange avec des Sémites et avec des Blancs. Puis ensuite, il y a même eu une période où il y avait des Blancs qui étaient capturés en Europe de l'Est. On les amenait au nord de l'Afrique. Ces fameux Slaves, c'est là que viendra le mot slave, slavus, esclave, c'est là que ça viendra. Donc, ils se sont aussi mélangés. Donc, tous ces métissages à long terme, les métis qui se mélangeaient avec d'autres peuples blancs, blanchissant encore la peau, ce qui donnera les Maghrébins que vous connaissez aujourd'hui, notamment. Donc, c'est à l'origine des peuples qui viennent de l'extérieur. Évidemment, l'Afrique du Sud, avec l'arrivée des Blancs qui ont colonisé l'Afrique du Sud, qui ont construit des camps de concentration. Il faut savoir que les Noirs, bien avant les Allemands, les Noirs en Afrique du Sud et je crois c'est où déjà? Les Hereros et les Nemas, c'est où déjà? C'est en Namibie, je pense. Namibie, En Namibie, Namibie, ouais. Namibie, effectivement. En Namibie, on connu les camps de concentration et l'invasion de toutes ces personnes, de tous ces Blancs. Des trucs tels que le Cap-Vert et ainsi de suite. Là, ça va être plutôt qu'on appelle ça les lançados, C'est les où ils vont Portugais, faire ouais. des enfants. Bref, il y a beaucoup les Portugais. Donc, il y a eu beaucoup d'invasions comme ça qui ont été produites en Afrique. Donc, c'est un peu le malheur de l'Afrique. Vous avez l'Afrique du Sud, évidemment, avec les Blancs de là-bas. Une situation hyper complexe. Maintenant, récemment, ce qu'il faut comprendre avec l'immigration, c'est que les gens qui quittent de l'extérieur et qui viennent immigrer en Afrique, particulièrement les Libanais, là aujourd'hui on a des problèmes avec eux,
Il y a deux façons. L'immigration peut être importante parce que un pays doit savoir attirer les gens, notamment par le tourisme. C'est une forme d'immigration, même si elle est souvent passagère. Les gens viennent Temporaire, parce ouais. qu'ils viennent dépenser de l'argent chez vous. Voilà, c'est temporaire, c'est bien, ils viennent dépenser de l'argent chez vous. Si les gens veulent aussi s'installer, tant qu'ils ont des business, des entreprises qui fonctionnent très bien, normalement, ça devrait fonctionner, mais ça doit être très contrôlé et très régulé. Parce que quand on ne régule pas, ça produit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que vous avez une population étrangère, particulièrement les Libanais, qui tiennent près de 40% de l'économie ivoirienne, ce qui est absolument indécent pour un petit groupe. C'est exactement la même chose comme ça que les Juifs ont pris le contrôle de l'Europe en prenant le contrôle de l'économie, parce que l'économie, c'est quand même les couilles d'un pays. Lorsque vous les serrez, à ce moment-là, le pays, oui, on peut faire des autochtones ce que vous voulez. Parce que je rappelle que lorsque les Noirs, qui étaient une minorité à l'époque aux Amériques, avaient constitué un groupement économique très fort. Ils avaient été bombardés. Ça s'appelle le Black Wall Street. Et c'est la seule fois de l'histoire des États-Unis où les États-Unis ont bombardé les États-Unis eux-mêmes. Et donc, on peut légitimement s'inquiéter des nouvelles invasions des gens tels que les Libanais qui s'installent un peu partout en Afrique, mais aussi des Africains du Nord, n'est-ce pas, qui sont en train de s'installer de plus en plus vers le sud, Marocains et compagnie, pour essayer de faire une forme de colonisation sur le plan économique aussi. Ouais. Donc tout ça, ça doit nous pousser. Aussi les Chinois, hein, les Chinois aussi qui s'installent de plus en plus. Donc tout ça, il faut prendre ça avec des pincettes et être Ouais, attentif à c'est complet, hein. l'immigration extérieure. Ouais, j'avoue, c'était complet, hein. Je sais pas s'il y a quelque chose à rajouter d'autre, hein. Mais en tout cas, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose, Foulélé, notamment sur l'immigration externe? Mais je pense qu'il a tout dit, hein. Je pensais qu'il allait oublier une chose, mais Non, il a tout dit. Il a tout dit. ouais, carré, carré. Bon, en tout cas, bravo, hein. C'est rare qu'en général, les gens ils tiennent plus de 4 minutes, hein, quand ils tombent sur un thème. Et là, le gars, il a fait 6 minutes 30, hein. Je crois que tu as pété le record. On va faire tourner notre roue pour Gonzanga et après, je vais aller dormir. Ouais, c'est bien, ça permet d'instruire, hein. C'est un concept que j'avais mis, hein, la roue Kama, pour plus ou moins instruire les gens qui sont là. Ouais. Frozen. Frozen. Ouais, Ah, dommage. Attends, t'as tourné la roue. ouais. Ah, là, t'es tombé sur un truc facile et pas facile en même temps. Ouais, Gonzanga, vas-y. Tu voulais dire quelque chose, Foulélé? Oui, je voulais revenir sur ce que Nkunzanga a dit sur le, le matriarcat. Mais si on a le temps, je pourrais revenir dessus. Vas-y, y a pas de souci. Vas-y, Gonzanga, qu'est-ce que tu penses des politiciens africains? Qu'est-ce que tu as à dire sur 3 minutes, hein, voire plus, hein, si tu arrives à enchaîner plus? Vas-y. Voilà, moi je pense que la politique, les politiciens africains, voilà, sont justement le gros problème de la politique africaine. Parce que justement, les formations qu'ils reçoivent, hein, ces formations que ces politiciens reçoivent, non, ce sont des formations en fait c'est quoi là, administratives, hein, qui les permettent juste d'administrer, c'est-à-dire des administrateurs civils, hein. On les forme dans l'économie, dans une forme d'économie qui permet d'être toujours dépendant, hein, avec les éléments de langage comme comment on appelle ça, les prêts, les intérêts, comment on appelle ça, oui, les prêts. Donc, on s'endette tout le temps, hein. L'économie africaine, c'est vraiment dans en fait, on est dans la merde avec ce genre de personnes-là. En fait, tout simplement parce que les formations qu'ils reçoivent en tant que quand ils vont se faire former dans les, comment on appelle ça, dans les écoles de comment on appelle politiques, comment on appelle des écoles politiques de gestion et tout ça. Et moi je pense que vraiment nous devons ce sera un combat difficile d'accéder justement au milieu, hein, au milieu présidentiel, c'est-à-dire sur le fauteuil présidentiel, un Kamit s'assoit sur le fauteuil présidentiel. Parce que je pense déjà que ces institutions, hein, à la base, ne sont pas pour les intérêts des Africains. Les lois
qui ont été, comment on appelle, euh, qui ont été écrites par Gaston Defferre. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez Gaston Defferre, celui qui a écrit la constitution des pays des Outre-mer. Des Outre-mer. À l'époque, on nous a payé les Outre-mer aussi, hein, je pense. À l'époque, le Gabon, en tout cas même mon père, je pense mon père, il est né à l'époque où le Gabon faisait partie de l'Afrique équatoriale française. Et en fait, en réalité, il est français, je pense. Hein. Et donc, c'est... comment on appelle? Je parle même de... Je voulais même expliquer quoi là. Ah, mon pote, Donc, tu t'es dribblé tout seul, là. Là, t'es le mec qui fait les passements de jambes, la balle, elle est restée derrière, tu continues de faire les passements de jambes. Là, tu t'es non, perdu, là. non. Donc, en fait, voilà, je suis en train d'expliquer quelque chose. C'est vraiment important ce que je dis aussi. En fait, voilà, donc, euh, justement, les lois, hein, qui ont formé les institutions des pays africains, voilà, c'est ce que je parlais, en fait. Les lois qui ont formé les institutions des pays africains, en fait, voilà, ne sont pas là pour les Africains. C'est-à-dire que on a fait ces lois-là les Africains n'étaient pas là, hein, sans l'accord des Africains, sans leur avis, et on nous les a imposés. Et aujourd'hui, on fait des ratifications et on nous impose aussi des choses. Par exemple, au Gabon, on nous a imposé, quand le Gabon a voulu rentrer dans le Commonwealth, on nous a imposé, comment on appelle ça, légaliser, comment on appelle l'homosexualité au Gabon pour que on puisse vendre notre pétrole comment on appelle ça, dans les marchés anglais aussi, des trucs comme ça. Donc voilà, on a les lois qu'on utilise, donc les lois que nos présidents africains utilisent, et machin sont pas fabriquées par eux-mêmes, hein, sont fabriquées par les Occidentaux. Et le système France-Afrique est toujours puissant. Hein, on connaît tout ça, c'est toujours puissant. Et ils essayent tant bien que mal de pérenniser le néocolonialisme. Et donc, les présidents africains, eh ben, ils n'ont pas d'avenir pour l'Afrique. En fait, ils n'ont pas de projet réel pour l'Afrique et c'est un peu ce que je peux dire. Ouais. Ok, merci pour ton intervention. Moi, je voulais bien parler vite fait hein, sur ce sujet-là, j'aime beaucoup. Ce que je voulais dire, c'est que il faut savoir une chose, les politiciens, ce sont des gens hein, qui ont le destin, ça peut être le destin d'un village, hein, parce que souvent on va élire le chef d'un village. Le chef d'un village, c'est un politicien. Ça peut être un homme qui a le destin d'une ville, hein, on peut élire un maire, ses élus. C'est eux qui vont plus ou moins avoir plus ou moins le destin de plusieurs centaines, milliers ou voire millions de personnes à travers le pouvoir qu'on va leur donner. À travers les pouvoirs qu'on va leur donner, ils vont avoir ce pouvoir de orienter cette population soit vers le haut, soit vers le bas. C'est ça un politicien. Au jour d'aujourd'hui, en Afrique, on a des politiciens à qui on leur confie un pouvoir et ce qu'ils en font, c'est qu'ils pensent qu'à leur gueule. Que ça soit, peu importe hein, le statut que vous avez comme politicien, à la base, on vous met dans un poste et votre poste, il est là pour servir la population. Mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils ont ce pouvoir et ils servent leurs intérêts à eux. Et du coup, automatiquement, les décisions qu'ils prennent vont à l'encontre justement des gens qui sont censés servir. C'est-à-dire qu'à travers nos politiciens, et depuis que l'Afrique, entre guillemets, a pris son indépendance, on a vu le destin de plusieurs millions de Noirs partir en fumée parce que vous avez eu des gens à qui on a confié les pouvoirs et qui ont préféré servir leurs intérêts. Quand on voit que vous avez des milliers de personnes qui, chaque année, vont vouloir aller tenter leur chance parce que chez eux, il n'y a pas d'avenir, c'est à cause directement de ces gens-là, de ces politiciens-là qui, à travers le fait que, par exemple, quand on va leur donner une somme pour développer tel ou tel projet, ils vont préférer prendre l'argent et laisser crever les gens. C'est à cause de ces gens-là que vous allez avoir directement la mort de plusieurs millions de gens chaque année en Afrique, dans notre continent, parce que c'est des gens qui ont préféré servir leurs intérêts propres plutôt que de servir les intérêts de leur population. C'est des gens qui ont entre leurs mains un pouvoir dont vous imaginez pas. C'est des gens qui ont un pouvoir de dingue entre leurs mains.
Et malgré que le fait que ça fait des années qu'on sait qu'ils sont directement impliqués à la mort de plusieurs millions de Noirs, eh ben, on les laisse faire. C'est-à-dire que le politicien qui est là, qui détourne des millions, on le laisse faire. Le politicien qui est là, qui est censé aller défendre les intérêts des Noirs, peu importe où ils se trouvent, hein. Par exemple, les diplomates, quand vous avez des Noirs qui sont tués dans tel ou tel pays, vous avez des diplomates qui n'en ont strictement rien à foutre de leurs ressortissants. C'est pas normal. Moi, je pense que c'est des gens qui ne doivent pas se battre pour aller... Aujourd'hui, vous avez tous les Noirs veulent être politiciens. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont atteindre un statut, un poste qui vont leur permettre de détourner l'argent sans assumer leur rôle. Ils vont atteindre ce statut-là, mais ils vont pas assumer leur rôle et ils vont savoir que... Bonne nuit, Nams. En tout cas, bon anniversaire, ma sœur. Et puis, vraiment longue vie à toi. Merci en tout cas pour tout ton travail, ta contribution. Merci beaucoup. Donc, ce que je disais, c'est que vous avez ces gens-là qui ont un pouvoir et qui, au lieu de l'utiliser pour servir les intérêts de leur population, ils vont les utiliser pour servir leurs propres intérêts. En Afrique, pour peu, on vous tue. Hein. Vous allez on vous attrape en train de voler au marché une pomme. Les gens, ils sont d'une animosité, ils sont tellement méchants qu'ils vont vous attraper, ils vont vous lyncher et vous brûler sur la place publique parce que vous avez volé une pomme. Mais les gens qui sont responsables de la mort de plusieurs millions de personnes, des gens qui sont censés défendre les intérêts de plusieurs millions de personnes, eux, ils sont là, ils détournent de l'argent, ils font pas leur boulot et ils sont peinards. Hein. Ils vivent leur vie tranquille. Ils ont leurs gosses qui sont en France, en Occident, ils ont leur baraque, ils ont tout, ils vivent tranquilles et alors qu'ils sont directement impliqués pour la mort de plusieurs millions de Noirs chaque année. Hein, ils sont les diplomates, ils sont les présidents quand les Noirs ils se font lyncher dans les pays des Maghreb. Ils sont où? Ils disent quoi? Ils font quoi? Rien. Ils sont où les diplomates qui sont censés justement aller intervenir pour quand justement on subit des injustices dans tel ou tel pays? Ils font quoi? Rien. Ils sont où tous ces présidents qui sont censés servir les intérêts de leur peuple? Au lieu de ça, ils prennent le fric, ils prennent des blanches, ils vont faire la fête, et rien. Mais ils continuent de le faire. Pourquoi? Parce que ils ont vu que ceux qui étaient là avant l'ont fait, ont vécu à l'aise. Ceux qui étaient là avant, ceux qui étaient là l'ont fait, ont vécu à l'aise. C'est-à-dire que ils se disent, bah, si ceux qui étaient là avant ont fait ça et qu'au final ils se sont bien sortis, je vais faire la même chose. Moi, ce que je dis sincèrement, c'est que ces gens-là, quand ils prennent ce poste, il faut qu'ils sachent que s'ils ne font pas leur job, ils ne servent pas les intérêts de la population, c'est des gens ils doivent comprendre qu'ils ont une chaise électrique entre leurs têtes. Normalement, c'est ça un politicien. C'est-à-dire que quand tu te bats pour avoir un mandat pour tel ou tel poste, il faut que tu saches que si ce dont tu t'es engagé à appliquer, tu l'appliques pas, mon pote, tu vas retourner chez toi en mode, comme les Arabes, là, quand ils sont en mode, t'as quitté l'islam, on te pragmatise. Croyez-moi que si c'était comme ça, déjà, il y aura très peu de gens qui vont aller se battre pour devenir président ou nanani. Et le peu qui vont justement accéder à ces postes, ils vont faire leur boulot correctement. Et vous allez voir que l'Afrique, elle se comportera mieux. La réalité des faits, c'est que ces gens, ils sont à l'aise. Ils viennent, ils font pas leur job, ils volent l'argent et la population les laisse tranquilles. Ces mêmes populations qui, quand il faut aller faire du sale à un petit voleur, ça, vous êtes champion du monde. Mais ceux qui sont responsables directement de votre avenir, qui font que vos enfants meurent, eux, ils sont tranquilles. Vous savez où ils habitent, vous savez où ils traînent. Mais vous n'avez pas les couilles justement de leur mettre la pression qu'il faut pour justement qu'ils fassent leur boulot. Hein, moi je suis extrême quand je dis oui, mais vous pouvez leur mettre une vraie pression, c'est-à-dire que le fait est de leur mettre une pression. Par exemple, tous les diplomates là, vous les attrapez, vous leur jetez de la merde, vous leur faites comprendre que les mecs, nous on vous paye, c'est avec notre argent que vous êtes là. Nous on vous paye pour nous défendre, vous êtes où? Les mecs ils veulent pas bosser, vous les attrapez à la sortie de l'ambassade, vous leur jetez de la merde. Voilà, qu'ils comprennent que voilà, on vous paye et qu'on exige un résultat parce que c'est nous votre patron. Le peuple, c'est le patron des politiciens. C'est pas normal que ces mecs-là, c'est vous les boss. C'est à vous justement de dégager ceux qui ne font pas leur boulot, qui ne servent pas vos intérêts, et de mettre en place ceux qui veulent justement servir vos intérêts. Mais si vous les laissez et qu'ils sont à l'aise, ils s'en foutent. Vous allez toujours vous faire lyncher dans ces pays, dans les Maghreb, ils vont jamais bouger. Mais si vous aurez mis 2-3 baffes à quelques-uns là qui sont censés justement bouger leur cul quand vous faites lâcher, croyez-moi que tout le reste ils se disent ah ouais, l'autre il s'est fait baffer, ah merde, je vais faire mon boulot. Mais comme les mecs sont à l'aise, ils vont continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait et vous allez toujours continuer à subir ce que vous avez toujours subi et il y aura jamais quelqu'un pour vous protéger parce que vous n'avez pas les couilles justement de vraiment mettre une vraie pression à ces politiciens. C'est pour ça moi j'ai pas de pitié avec les politiciens. Voilà, vas-y, je sais pas si vous voulez rajouter autre chose parce que j'ai quand même enchaîné pas mal de temps. Medusa ou Foulélé sur les politiciens en Afrique. Si je peux me permettre, ce que tu dis là,
dans l'Afrique d'avant les invasions, ce que tu viens de décrire, c'est ce qui se passait. Les rois en général, quand ils ne remplissaient pas leur mission, c'était même pas. Alors normalement eux-mêmes, lui-même le roi se faisait, je reprends l'expression japonaise, il se faisait harakiri. Hein. En somme, il se tuait tout seul parce que justement il y avait un honneur, un code d'honneur. Si lui-même se rendait compte il avait trahi sa mission, il se donnait lui-même la mort. Et s'il ne le faisait pas, il y avait un conseil de sages qui venait lui faire comprendre que bah voilà, tu dois t'exécuter parce que il y avait le fait de ne pas justement même durer au pouvoir. D'ailleurs, chez les Mossi, c'est encore quelque chose qui est très qui est réel. C'est-à-dire qu'on ne reste pas au pouvoir longtemps. Longtemps. Il y a une durée en tout cas. Bon, en tout cas, juste pour confirmer que ce que tu dis, ça a été une réalité dans l'Afrique d'avant les invasions. Juste pour confirmer que ton idée n'est pas une simple utopie. Ok, merci. Tu voulais rajouter un truc, Médisa, sur les politiciens africains? Après, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Les présidents, il y en a qui se sont battus pour l'Afrique, hein, mais malheureusement qui sont plus là. Mais t'en as d'autres qui se sont battus pour leur poche, hein, et c'est de cela dont je parle. Il y en a beaucoup, hein, il y en a trop, et il faut vraiment faire un ménage. Ouais, Médisa, t'es là, t'es plus là? Ouais, il est plus là, je pense qu'il est pas là. Alors, je vais te laisser, Foulélé, terminer ce que tu voulais dire sur le sujet de juste d'avant, et Oui, après je vais couper le live. ok, je te remercie. Oui, Nganga, je voulais revenir sur la question de l'héritage. Effectivement, il y a quelque chose de dramatique qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est que quand, par exemple, un oncle, hein, peu importe un homme, un oncle va mourir, il y a la famille maternelle qui vient et qui ravit donc tous les biens. Et les enfants donc de l'oncle sont mis de côté. Alors, ça, c'est quelque chose qui se passe. Mais malheureusement, les gens revendiquent d'ailleurs cet acte-là en disant que bah, c'est la tradition, parce que justement, c'est le côté maternel qui hérite. Bon, il y a un souci quand même là-dedans. Tu vois, le problème lorsque nous oublions nos traditions, lorsqu'on est en perte de nos traditions, on fait n'importe quoi. Effectivement, on hérite du côté maternel, pour la simple raison que d'abord, on ne peut pas douter de la mère, donc c'est de ce côté-là, et aussi parce que ce sont les femmes qui ont découvert l'agriculture et donc les terres. Donc les terres appartiennent au côté maternel, ça c'est un fait. Maintenant, le problème c'est que aujourd'hui, il s'agit des terres en fait. En Afrique, on hérite des terres, c'est des terres. Donc les terres appartiennent au côté maternel et c'est l'oncle qui en est le garant. C'est l'oncle qui est le garant de la terre. Ce qui fait que quand un oncle meurt, si il avait effectivement des terres qui appartiennent à la famille, eh ben, il est normal effectivement que ces terres-là reviennent au côté maternel. Mais aujourd'hui, lorsque quelqu'un, quand bien même s'il est un oncle détenant les terres qui appartiennent à la famille, donc la famille maternelle, mais si ce monsieur-là, en parallèle, avait aussi des biens que lui-même a produits, eh ben, les terres dont il est garant doivent effectivement revenir à la mère, enfin à la famille maternelle, mais par contre, ces biens propres, bah, il est libre, hein, à travers un testament, de décider de léguer à qui il veut, de ce qui vient de son propre travail. La confusion aujourd'hui, c'est que quels que soient les biens qui lui appartiennent, que ce soit son propre labeur ou ce qui appartient à la famille maternelle, tout est pris par la famille maternelle. Ça, c'est une mauvaise lecture de la tradition. Donc, je voulais juste attirer ce point parce que souvent, nous avons une mauvaise lecture de nos us et coutumes et voilà des dérives quoi, qui peuvent se produire. Voilà, c'est juste cette précision que je voulais apporter. Ok, carré. Merci en tout cas, Foulélé, hein, pour ton intervention. Tu voulais dire un truc, Gonzanga, et après je vais vous descendre. Je pense que, ouais, je pense que ça va vraiment être pas bon. En fait, je veux essayer de dire ça vraiment léger, rapidement. En fait, il faut savoir que le vrai problème qui est là, c'est justement
comme il n'y a pas dans nos sociétés, justement, la société actuelle africaine est en porte-à-faux avec la tradition africaine actuelle. Comprenez? Maintenant, ça fait que, comme les gens n'ont plus cette connaissance-là, c'est resté juste que, bon, c'est resté juste l'information que l'enfant, celui qui va hériter, ce sont les parents de la mère. Mais les conditions d'héritage, comment est-ce que c'est réparti, comment est-ce que ça se Absolument. passe, ce n'est plus en vigueur. Ça veut dire quoi? Les enfants de l'homme avec la femme qui est restée et tout ça là, et la femme et les enfants, ils ne doivent pas aller dehors. Ils ne vont pas dehors. Ils vont où? Les enfants et la femme, ils sont toujours mariés avec cette famille-là. Absolument. Donc, c'est des choses que, quand on n'a pas cette notion-là, vraiment, c'est compliqué, on va se perdre grave. On va se perdre grave. Et c'est ce qui amène des problèmes, justement, parce que quand j'ai vu ça, hein, moi j'ai vu ça au Gabon, hein. Vraiment, des gens, des mamans avec les enfants, ils se retrouvent dehors parce que les parents de la mère sont venus parce que on veut respecter la tradition. Mais vous voulez respecter la tradition, mais vous ne l'appliquez pas à la lettre. Parce que la tradition dit que les enfants et la femme doivent rester dans la famille. Parce que la femme, elle a, je prends l'exemple, si la femme, par exemple, a été déviergée par son mari, mais elle ne peut plus aller se remarier parce qu'on ne dote qu'une femme vierge en Afrique. Normalement, dans les vrais jours, on ne dote qu'une femme vierge. Bon, maintenant, une femme qui n'est plus vierge, elle va aller où encore? Elle va aller où? Voilà pourquoi il y avait cette chose-là qu'on disait, des fois, l'oncle, il peut aussi récupérer la femme pour dire que, bon, pas pour sortir avec elle, hein, juste que pour qu'elle ne puisse pas aller n'importe où, faire n'importe quoi et tout ça, et les enfants vont se retrouver dans la poubelle. Non. Donc, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. L'oncle, ce qui se passe, c'est les oncles. L'oncle qui dit qu'allons-y chercher les choses de notre frère, il doit savoir que et la femme de son frère et les enfants de son frère sont aussi ses enfants, sont aussi sa femme. Il doit s'occuper de la même manière qu'il s'occupe de sa femme. C'est la même manière qu'il doit s'occuper de la femme de son frère après le départ de son frère. Et ça, c'est des choses qu'ils ont oubliées. Et voilà pourquoi ça amène beaucoup de complications comme ça. Et c'est injuste. Et ce que tu dis là est très juste, parce que même dans la cosmogonie égyptienne, on retrouve ça. Et ça pourrait faire un autre échange, parce que entre Osiris, Isis, Seth, et Horus. Mais attention, on parle souvent de Horus, c'est-à-dire que Horus le jeune, celui qu'on appelle le jeune. Mais en fait, il s'agit de Horus l'ancien. Tu vois, on dit des fois que Hathor est marié à Horus. Ça n'a pas de sens. Horus était encore un petit. Donc, Hathor est marié à celui qu'on appelle Horus l'ancien. Donc, celui qu'on dit Unkulu Unkulu. Donc c'est celui qui fait le Sematawi avec Seth. C'est pas l'enfant, hein, c'est pas l'enfant d'Osiris qui fait le Sematawi. C'est Horus l'ancien. Donc le frère aîné, ils sont quintuplés et c'est l'aîné en fait. Bon, enfin bref, ça c'est un autre débat, mais ça rejoint ce que tu dis. Hein, c'est parce que parce que quand on dit Hathor, en fait c'est Isis. C'est simplement Isis, mais qui est maintenant la femme de Horus l'ancien. C'est pour ça d'ailleurs que Horus lui-même porte le nom de Horus l'Ancien. On a Horus le Jeune et Horus l'Ancien, version grecque, hein, mais il y a les noms aussi africains. Mais c'est exactement ce que tu dis, c'est ce que les Juifs après vont récupérer à travers le Lévirate, mais qui n'est pas tout à fait la même chose. Ok, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci. Merci Frozen. Ok, merci en tout cas pour votre participation là, les gars. En tout cas, vous êtes les bienvenus, hein, vous revenez quand vous voulez. Ici, il y a plein de concepts. Hein. C'est vrai que je parle beaucoup d'islam, mais là, vous voyez, vous avez la Roukama avec plein de sujets. Hein. Regardez, il y en a tellement. Vous avez des sujets sur l'art, sur le cinéma, sur la politique, la géopolitique. Ça finit jamais. Donc, de temps en temps, je pense que je vais faire des lives où on va faire tourner que les roues pour que les gens puissent donner leur point de vue et puis instruire ceux qui sont en bas. Voilà, tout simplement. Donc là, il est tard. Moi, demain, je vais bosser. Hein. Je vais vous laisser. Vous souhaiter une bonne nuit à tous. Prenez soin de vous, la famille, hein, et puis revenez quand vous voulez, vous êtes bienvenus, hein, ici vous êtes chez vous. Voilà, je vous laisse descendre comme des grands. Avec plaisir en tout cas, il n'y a pas de souci. Merci à toi, Frozen. Merci, Frozen. Il n'y a pas de souci. Je vais vous laisser descendre, on va mettre DJ Machallah, hein, il va vous mettre 2-3 sons,
Et voilà. Donc la famille, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé le live. Hein. J'ai fait 2 lives. Il y en a un qui a sauté tout à l'heure, hein, parce qu'il y avait un petit fils de chien qui est monté pour signaler le live, insulter les familles des gens, les parents des gens. Voilà. Mais le live, il est là. Hein. Là, ouais, on est peut-être à je sais pas combien de journées de suite où il y a pas, où ça n'a pas sauté. Effectivement, il faut que je fasse un zapping, ça fait longtemps. Demain alors, demain je vais faire un zapping sur l'autre chaîne, l'autre compte, le compte de Imam Bakem. Comme ça vous allez pouvoir venir. Hein. Demain on est mercredi, hein. Mercredi c'est zapping et vendredi soir c'est zapping. Comme ça au moins vous êtes au courant. De temps en temps je vais faire un live 100% Afrique avec la Roukama. Comme ça vous allez pouvoir monter et débattre sur les sujets de l'Afrique. Pour ceux qui disent que Frozone il parle que d'islam. Bah, vous voyez, c'est quand même assez diversifié. Hein. On crée des concepts hein, pendant que vous êtes là, vous parlez derrière les gens. Bah, nous, on crée nos concepts. On met en place des lives où ça échange dans le calme. Hein, pendant que chez vous, là-bas, ça insulte les gens, ça fait des recherches d'adresse des gens. Voilà, travaillez hein, au lieu d'aller voir des marabouts pour aller jeter des sorts sur les gens. Hein. Vous n'êtes pas efficace. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui s'intéresse à vos lives. Hein. C'est pour ça que vous avancez pas. Hein, venez prendre des exemples hein, chez nous. Prenez des notes. Hein, c'est pas interdit de s'inspirer des meilleurs. Hein, ça vous permettra de grandir. Hein. Pour être numéro 1, il faut copier le meilleur, hein, tout simplement. Il n'y a pas de 36 solutions. Si on vous a pas donné le cerveau hein, pour pouvoir être le meilleur, bah, copiez le meilleur, tout simplement. Faites comme Bakem, venez prendre un peu de créativité. Hein. Tu te mets à 4 pattes, tu ouvres la bouche et puis je t'en donne. Et puis voilà la famille. En tout cas, un grand merci hein, à tous les gens qui ont partagé le live, tapoté le live, fait en sorte que ça n'a pas sauté. Merci à vous tous. Un grand merci à tous les gens qui ont participé au live, qui ont donné leur point de vue, dans le respect. Voilà, c'est le plus important. Un grand merci pour tous les gens qui ont envoyé des cadeaux, soutenu le live, on partage en tapotant le live, en commentant dans les commentaires. Hein, merci à tous. Et un grand joyeux anniversaire encore à notre sœur Nams. Hein, en tout cas, joyeux anniversaire à Nams encore une fois. Longue vie à toi et beaucoup de bonheur dans toute ta vie. Hein, qu'on te donne allez, vis jusqu'à 150 ans. 150 ans, c'est trop. Je te cache pas que... ouais, allez, 100 ans. C'est bien 100 ans. Comme ça, au moins... voilà. En tout cas, longue vie à toi. Et puis voilà. Donc,